Nous, Donald Trump a promis l'âge d'or, mais pour qui? Pour son pays ou pour lui et pour sa famille? Selon le New York Times, le président des États-Unis se serait enrichi d'au moins 1,4 milliard de dollars depuis janvier 2025. Et encore, ce chiffre date de fin février. L'administration de Trump est-elle la plus corrompue de toute l'histoire des États-Unis? Bonsoir Bruno Tertré. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique. Et nous sommes en direct de New York avec notre correspondante Elisabeth Guedel. Bonjour à vous, Elisabeth. Alors, on va donc parler de Donald Trump et aussi de toute sa famille, de son gendre, Jared Kushner, qui est devenu un émissaire incontournable. Il devait se rendre à Islamabad avec Steve Witkoff. Et puis, Donald Trump a annoncé il y a quelques minutes sur Fox News que non, il n'irait pas peut-être parce que le ministre iranien des Affaires étrangères, lui, était déjà parti. Donald Trump qui assure que ça ne veut pas dire que la guerre va reprendre et qui nous dit « Les Iraniens peuvent m'appeler quand ils veulent ». Bruno Tertré, ça sonne un peu comme un appel désespéré là, du président. Non, je ne crois pas qu'il lui se sente désespéré, mais vous savez, cette pantalonnade me fait penser à une pièce de théâtre. Vous savez, les théâtres de boulevard où les portes claquent, on ne sait jamais qui va rentrer, qui va sortir. L'hôtel Serena à Islamabad, c'est ça en ce moment. En fait, cela fait déjà 15 jours que chaque partie a le sentiment qu'elle ne doit pas être en position de demandeuse. Pourquoi? Parce que l'Iran estime être en position de force et les États-Unis estiment être en position de force. Donc quand Donald Trump dit « eh bien ils peuvent m'appeler quand ils veulent », c'est un Donald Trump qui estime être en position de force. À tort ou à raison, peu importe. Donc pour vous, on est dans le statu quo là? Ah bah de toute façon, le statu quo était prévisible, oui, on est dans le statu quo. Mais je ne pense pas que la guerre reprenne tout de suite. Je pense qu'elle ne reprendrait que si véritablement les deux parties ont le sentiment que tout a été fait pour essayer au moins d'avoir le début d'une conversation et que décidément ça n'est pas possible. C'est une sorte de grand malentendu, mais ça arrive souvent dans les guerres lorsque chacune des deux parties a l'impression qu'elle a l'avantage. Alors on va suivre ça évidemment. Alors Jared Kushner, on va s'arrêter sur cet homme qui est le gendre de Donald Trump, qui est aussi devenu un diplomate bis. En tout cas, c'est son émissaire, c'est un homme d'affaires. Est-ce que pour vous, il symbolise un peu ces risques de collusion, en tout cas, au sein de l'administration? C'est plus que des risques de collusion. Personnellement, ça fait 30 ans que je suis la politique américaine de relativement près. Je n'ai jamais vu une telle collusion entre les milieux d'affaires et le premier cercle présidentiel, y compris le président. Mais on parle de la famille là-bas, la famille au sens presque mafieux du terme. Et c'est vrai que Jared Kushner, pour lui, les affaires et la diplomatie, c'est la même chose. La diplomatie, c'est les affaires c'est de la diplomatie. Oui, et il a des affaires notamment avec les Émirats Arabes Unis, il est très proche du prince héritier d'Arabie Saoudite. Donc en fait, il mêle les deux casquettes, comme Steve Witkoff qui était un homme d'affaires. Oui, dans l'immobilier d'ailleurs, comme Donald Trump, c'est pas totalement un hasard. En soi, le fait d'avoir un très proche du président qui ait lui-même des relations d'affaires avec des chefs d'État et de gouvernement ou leur premier cercle familial, c'est pas une mauvaise chose, que la diplomatie elle est aussi faite de contacts informels et personnels. Le problème, c'est qu'il est aussi négociateur. Et c'est ce duo Witkoff-Kushner, que j'appelle les Laurel et Hardy de la diplomatie américaine, ce sont peut-être de bons hommes d'affaires, je ne suis pas qualifié pour en juger, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que depuis un an qu'ils courent le monde, ils n'ont pas réussi à faire grand-chose. Et depuis ce second mandat, c'était déjà peut-être le cas lors de son premier mandat, est-ce que Donald Trump il repousse sans cesse les limites? Là, on se rappelle de cette grande tournée moyen-orientale. Il avait eu un Boeing de la part du Qatar. On rappelle les Émirats Arabes Unis ont investi dans une entreprise de crypto-monnaie de ses fils, donc des fils Trump. Là, on peut parler de corruption selon vous? À mon sens, on peut parler de corruption du système. Moi, je n'ai pas d'éléments qui permettent de dire qu'au sens judiciaire du terme, c'est de la corruption. Mais une telle imbrication entre l'enrichissement familial, celle du premier cercle de Donald Trump, et l'enrichissement des États-Unis, une telle imbrication n'a jamais été vue, à mon sens, peut-être pas depuis 250 ans, mais au moins depuis 1945. Franchement, c'est quelque chose d'assez sidérant. Là encore, je ne suis pas qualifié pour juger au sens judiciaire, mais lorsqu'on ajoute les délits d'initiés très probables qui ont été manifestes lorsqu'on a vu Trump annoncer quelque chose et 3 minutes avant, les marchés ont joué, oui, on voit souvent ça le vendredi soir. Il annonce souvent le vendredi soir, le vendredi, que qu'il y aura moins de tensions avec l'Iran, qu'il y a des discussions. Et là, effectivement, les cours remontent.
Le week-end passe, donc certains s'interrogent sur cette pratique. Oui, mais ça va plus loin que cela. Ça va plus loin que cela parce que il semble qu'il y ait, juste avant certaines de ces annonces, à plusieurs reprises, soit du côté de la Maison-Blanche, soit du côté aussi de Peter Hegseth, des gens très proches de la la défense, enfin de la guerre, des gens qui ont fait les achats assez troublants, mais quelques instants avant l'annonce officielle. Ça s'appelle des délits d'initiés. Là encore, je ne sais pas si c'est qualifiable au sens judiciaire, mais il y a trop de coïncidences, trop d'événements curieux pour qu'on ne puisse pas parler, oui, de corruption du système. Alors on va regarder ce sondage, sondage de The Economist YouGov. 49% des Américains ont indiqué que le mot corrompu décrivait bien le président Trump. Donc c'était en février, le 13 février dernier. Nous sommes avec Elisabeth Guedel, vous êtes en direct de New York. Est-ce que vous nous confirmez que la corruption de l'administration Trump est un sujet chez vous ? Alors, c'est vrai que près d'un Américain sur deux, finalement, estime que Donald Trump et son administration, comme vous venez d'en parler, sont corrompus. Mais quand on regarde de plus près ces sondages, généralement, ce sont des électeurs de démocrates ou des indépendants, parce que du côté républicain, souvent, on dit, ça pour rencontrer souvent, c'est ce qu'on me rétorque à chaque fois, c'est une invention des médias, cette corruption. En tout cas, du côté de l'opposition démocrate, les électeurs réclament depuis des mois que leurs responsables, les responsables du Parti démocrate, soient plus agressifs sur cette question de corruption pour la dénoncer. C'est vrai que côté parti, il y a eu beaucoup d'hésitation à aller sur ce terrain, déjà parce que c'est très difficile de montrer la corruption. Encore une fois, la Trump Organization, tout le groupe de Donald Trump, c'est un groupe familial, privé. Il faut vraiment avoir des preuves. En plus, la machine judiciaire de Donald Trump est énorme maintenant et les attaques pour diffamation, il faut vraiment avoir des preuves solides. En tout cas, ce qui a changé fondamentalement la stratégie des démocrates, c'est un événement en Europe, c'est la défaite de Viktor Orban en Hongrie. Les démocrates américains ont dit, OK, ils ont fait, la victoire de l'opposition a été basée sur une campagne anticorruption. Nous allons faire de même pour les mi-termes, les élections de mi-mandat. Donc il y a 2 semaines, les démocrates au Congrès de la Chambre des représentants ont créé une commission chargée justement de formuler ce message anticorruption pour la campagne qui s'ouvre pour les mi-termes, mais d'avoir des preuves. Il faut encore une fois que ça soit assez solide, ce qui est difficile. Oui. Mais voilà, il va y avoir vraiment un changement. Ça va être vraiment le sujet qu'on va entendre dans les prochains mois. Voilà, le sujet qu'on va entendre, c'est vrai que vous l'avez dit, la difficulté d'avoir des preuves. Voilà, c'est la question de la corruption qui va, semble-t-il, émerger. Pour les mi-termes, on dit toujours que c'est vraiment à ce moment-là que Donald Trump va peut-être payer, en tout cas, ce qui se passe au Moyen-Orient. Alors, très sincèrement, je ne suis pas du tout persuadé que ce soit la question politique intérieure qui émerge et qui soit centrale dans la campagne des midterms. Non seulement parce que c'est très difficile à prouver de manière convaincante pour l'ensemble de l'électorat, comme ça a été rappelé par votre correspondante, mais aussi parce que, comme tout un chacun, les Américains ne sont pas les Hongrois. Ils votent beaucoup plus sur des choses. Alors, tout le monde. Oui, mais les Hongrois, par exemple, ils ont voté aussi. Oui, j'y arrive. Oui. Tout le monde vote sur ses préoccupations quotidiennes, c'est normal. Simplement, les Hongrois, c'était un système qui était mis en place depuis 16 ans. C'est pas un système mis en place depuis 1 an. Vous voyez. Donc, par ailleurs, on peut supposer aussi que du côté américain, le rapport à l'argent et à l'enrichissement, de manière générale, n'est peut-être pas le même, toute chose égale par ailleurs, que celui des Hongrois. En tout cas, tout ça pour dire que moi, je serais assez surpris si la corruption devenait le sujet à travers lequel les démocrates peuvent vraiment faire basculer le Congrès. Donc, vous voulez dire que les démocrates se tromperaient encore une fois de cheval de bataille ? Alors, d'abord, je ne sais pas, votre correspondante le sait mieux que moi, je ne sais pas exactement ce qu'ils ont décidé de mettre en avant pour la campagne des midterms, mais voilà, je pense que si c'était le cas, ça ne suffirait certainement pas. Alors, pour revenir justement à cette historique, ou alors peut-être cette acceptation des Américains sur le fait de faire des affaires et de la politique en même temps, un historien cité par le journal Le Monde, Richard White, rappelait que pour lui, Donald Trump, ça renvoie à l'époque des barons voleurs du 19e siècle, où comment des industriels ont bâti des empires grâce à la corruption. Vous trouvez que cette comparaison, elle est juste et on est un petit peu en train de vivre ça aujourd'hui au 21e siècle ? Ça me paraît pas complètement absurde, mais vous savez, on n'a pas besoin de revenir aux années 20. Faut jamais oublier que Trump et Witkoff ont fait fortune dans un milieu de mafieux, le milieu de l'immobilier new-yorkais des années 70. Donc, si vous voulez, alors certes, on n'est pas en Suède, en Norvège ou au Danemark, où le contrôle de ce genre de choses est extrêmement solide, mais c'est quand même relativement récent
que la corruption de manière générale est considérée comme quelque chose d'inacceptable dans les pays industrialisés en général. Vous savez, sans parler de quelqu'un en particulier, la confusion entre la politique et l'argent en France a longtemps été, bien après 1945, quelque chose qui se pratiquait, on va dire. Voilà. Donc c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas non plus penser que c'est quelque chose qui va subitement devenir voilà, important. Mais alors, vu que le coût de la vie est quand même en train d'augmenter, que là, les Américains payent très cher leur essence, donc ça peut les agacer, est-ce qu'ils ne peuvent pas être un peu plus réceptifs? Là, on voit ce militaire américain qui a parié, on en parle beaucoup en ce moment de ces plateformes qui permettent de parier sur des événements prédictifs, la plus connue étant Polymarket. Le fils aîné de Donald Trump a des parts dans Polymarket. Alors c'est vrai que Donald Trump a réagi, d'ailleurs je dis ce qui n'était peut-être pas hasard, en disant que lui il n'était pas trop pour ce genre de paris. Ça peut pas quand même, là les Américains ne peuvent pas se dire bon quand même ça va un peu loin? Non, enfin si, mais encore une fois, le prix de l'essence, l'inflation ou le prix des œufs dont on parlait beaucoup il y a 6 mois, des choses de consommation courante qui paraissent très proches pour la vie quotidienne, ça a infiniment plus d'importance que la perception de ce que pourrait faire avec des crypto-monnaies, en plus des trucs auxquels les gens ne comprennent rien. Si vous voulez, c'est franchement, voilà, je le répète, je ne peux pas vous dire mieux, je serais surpris que ça soit le grand sujet des midterms. Oui, pour vous, c'est trop impalpable, c'est trop nébuleux, voilà. Il n'y a pas de preuves, donc c'est compliqué, effectivement, d'en parler. Mais pour vous, qu'est-ce qui est le plus fort en termes de corruption? C'est ces affaires dont je viens de parler, c'est la crypto-monnaie peut-être un peu compliquée. Qu'est-ce qui vous frappe en tant que grand connaisseur de ce pays? Ce qui me frappe, encore une fois, c'est la confusion entre la diplomatie et les affaires. Regardez ce qui s'était passé à Gaza. Alors, Gaza, vous vous souvenez, Donald Trump avait promis d'en faire la Côte d'Azur, la Riviera, c'est-à-dire en français la Côte d'Azur de la Méditerranée orientale. Évidemment, tout ça ne s'est pas fait. Mais c'est là qu'il y avait quelque chose d'intéressant parce que l'Arabie Saoudite est toujours censée financer avec les Émirats arabes unis une partie de la reconstruction de Gaza. Et bien évidemment, Jared Kushner et Steve Witkoff pensaient que pouvoir se placer, en tout cas pas personnellement, mais les entreprises dont ils étaient proches, se placer là-dessus. Souvenez-vous, même avec la Corée du Nord, pendant le premier mandat de Donald Trump, il y avait aussi ce projet de reconstruire... Non, mais c'était plus que des deals. Tout le monde fait des deals. La diplomatie, c'est faire des deals. Oui, mais là, c'était des deals plutôt, comme vous venez de le dire, financiers, avec des projets. Et puis quand il fait des deals, par exemple, en République démocratique du Congo, enfin, les accords de paix sont souvent liés à des accords... Absolument. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un certain nombre d'acteurs de la vie internationale qui ont internalisé ça et qui, du coup, lorsqu'ils veulent s'adresser aux États-Unis, eh bien, lui parlent un langage qu'ils peut comprendre, que Donald Trump peut comprendre, à savoir, nous, si vous nous aidez dans tel domaine, eh bien, on peut vous proposer telle prise de participation dans telle société. Si on fait la paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, on va appeler le couloir de transport qu'on va créer entre les deux, enfin, au sud des deux pays, on va appeler ça le corridor Trump. Voilà, donc ça, c'est encore une fois cette confusion totale entre le business et la diplomatie qui est assez frappante. Donc c'est en train de changer, de faire bouger les lignes au niveau de la diplomatie, au niveau des rapports entre les différents pays. Oui, mais ça ne tiendra pas. Je pense qu'on en reviendra après Trump à quelque chose de plus normal. Alors juste, on va finir avec New York. Elisabeth, on aurait pu parler de la Trump Organization, mais juste voulais avoir votre petit point de vue sur ce dîner ce soir avec les correspondants de la presse étrangère. Il a accepté, Donald Trump, c'est la première fois. C'est une prise de risque pour lui ? Eh oui, c'est la première fois. Prise de risque, lui, il pense que non. Il y a quand même eu des garde-fous, c'est-à-dire que d'habitude, il y a un humoriste vedette qui vient se moquer, plaisanter au sujet du président et de son administration. Là, il n'y aura pas d'humoriste, ce sera un magicien à la place. Et donc, Donald Trump est censé faire un discours avec un peu d'humour. C'est un exercice difficile. Donald Trump, c'est pas son fort, hein, l'autodérision et la moquerie et le jeu de mots un peu subtil. Donc, on verra la réception. En tout cas, c'est effectivement la première fois, mais pour vous donner un peu l'ambiance à Washington, il y a une projection sur l'hôtel, la façade de l'hôtel Hilton, d'images de Donald Trump avec Epstein, le pédocriminel, le Hilton qui va donc accueillir ce dîner ce soir. Donc ça donne un peu une ambiance, mais on va voir là, comment va se comporter Donald Trump, qui pour la première fois accepte de se rendre à ce dîner. Et on y reviendra avec vous, j'espère bien. Merci Elisabeth Guedel, merci infiniment Bruno Tertrais d'avoir accepté notre invitation.